les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Et avec Jean-Mi ce soir, Hélène Ségara. Hélène Ségara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir notre invité Tétéou de la semaine, mais aussi notre invité. Mais t'étais malade alors? Notre invité, tu vas mieux? Notre invité, ça fait plaisir de te revoir. Autre terrien invité ce soir, celui à qui on demande une ordonnance juste pour avoir un autographe, Michel Simès. Et Farid. Alors, vous appelez Farid. En fait, votre vrai nom, c'est Farid. Mais depuis une semaine, je vais enlever le D, c'est ça? Exactement. Vous êtes notre invité Téquitois de la semaine, voilà. En P2, nous recevrons en exclusivité la journaliste Anna Erel, qui a infiltré les réseaux djihadistes. Un témoignage incroyable. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons nos terriennes du samedi 20h ce soir, Siam Payon et Fabienne Gorge, jumelles séparées à leur naissance il y a 22 ans, qui se sont retrouvées par hasard grâce à Facebook. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Michel Simès, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes médecin, mais aussi un animateur très présent à la télévision, puisqu'on peut vous voir tous les soirs au zapping du Grand Journal. C'est vrai, c'est un deuxième métier, oui. C'est vrai que depuis que vous faites de la télé, ce que vous soignez surtout, c'est votre coiffure, non? Ouais, enfin, entre autres, mais je soigne beaucoup les journalistes, les présentateurs, les animateurs de télé. Donc, vous présentez le magazine de la santé et Allô Docteur sur France 5, plus les pouvoirs extraordinaires du corps humain et Aventures de médecine sur France 2, plus vous êtes tous les lundis chez Nagui, dans la bande originale sur France Inter. Heureusement que vous êtes médecin, vous pouvez vous prescrire de la drogue. Mais ouais, je crois que c'est parce que j'en ai jamais pris que j'arrive à tenir le coup. Moi, je suis un peu stressé en ce moment-là. Vous pourriez me prescrire du cannabis à usage médical, docteur? Bien sûr, en poudre? Oui? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci, docteur. Alors, Michel, vous êtes ici ce soir pour un livre qui n'a rien à voir avec tout ça. Ça s'appelle « Hippocrate aux enfers ». Il est question des médecins des camps de la mort et c'est publié chez Stock. Alors, ça a commencé il y a 8 ans, quand vous vous êtes rendu seul en Pologne, sur les traces de vos grands-pères morts à Auschwitz. C'est vrai que c'est un voyage qui est pas facile, hein. On ne Ouais. revient pas comme avant de partir. Et surtout sur place, je me suis retrouvé devant le blog dans lequel il y avait des expériences médicales, notamment par le célèbre docteur Mengele. Et il m'a fallu 8 ans pour essayer de répondre à des questions sur comment on fait quand on épouse un métier qui est là pour sauver des vies ou pour soigner les gens. Comment on fait pour les faire souffrir, comme ça a été le cas dans les expériences, d'où ce livre. Alors, à une époque où Dieudonné promeut le négationniste Forisson, à une époque où Alain Soral explique que le national-socialisme n'avait pas que des défauts, à une époque où les djihadistes français abattent des juifs juste parce qu'ils sont juifs, à une époque où des lycéens refusent d'entendre parler de la Shoah, je pense qu'il est fondamental de rappeler ce qu'ont été les atrocités nazies. Les médecins dont vous parlez dans votre livre, en fait, agissaient officiellement avec un objectif scientifique ou parascientifique. Mais en fait, c'était beaucoup de sadisme.
Alors, c'est très compliqué, parce qu'en fait, vous faisiez le parallèle aujourd'hui avec ces drames qui se sont passés en France. Il y a un parallèle qu'on peut faire sur l'endoctrinement, sur le non-respect de l'autre, celui qui est différent. À l'époque, les nazis estimaient que les juifs et les tziganes étaient des sous-êtres humains. Mais tous ces médecins sur lesquels je me suis penché n'étaient pas des fous. N'étaient pas, comme je l'avais imaginé avant, des médecins incompétents. C'était malheureusement des médecins qui, pour la plupart, avaient une vraie culture scientifique et ont fait leurs expériences avec, pour la plupart d'entre eux, une rigueur scientifique. Alors, la galerie de portraits que vous proposez de ces médecins des camps de la mort est proprement hallucinante. Il y en a un qui s'appelle Sigmund Rascher. Alors, lui, il avait fait son service militaire dans l'armée de l'air, passionné d'aviation. Et il voulait savoir pourquoi les pilotes mouraient quand ils s'éjectaient du cockpit. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que les Allemands, les nazis, protégeaient les animaux. En 1933, Hitler il y avait une loi qui interdisait les expériences sur les animaux. Voilà. Donc, Himmler lui dit, écoute, c'est pas grave, on va prendre des juifs, c'est pas un problème. Et donc, lui, il fait faire des sauts en parachute à ses cobayes, et ensuite, il ouvre la cage thoracique et le crâne pour constater les dégâts. Ouais. Quand on s'éjecte à des milliers de mètres d'altitude, il y a une décompression brutale, on manque d'oxygène, on tombe dans la mer du Nord et une eau froide. Et effectivement, Himmler voulait sauver ses aviateurs et avait chargé Sigmund Rascher de faire les expériences. Et il a fait des expériences dans le froid humide, puisqu'il mettait les cobayes dans une eau glacée à 2 degrés. Et il regardait combien de temps ils survivaient. Après, effectivement, il mettait les gens dans des sas de décompression où il faisait monter artificiellement l'altitude et puis décompressait rapidement, comme s'il y avait une éjection. Et bien évidemment, les types perdaient connaissance et pour certains mouraient. Et après, il faisait une dissection pour voir ce qui s'était passé dans le corps. Voilà, tout un tas de choses. Il essaie pour voir aussi comment supporter le froid. Il mettait des détenus, des déportés tout nus. En Allemagne, la nuit, là-bas, il faisait, ou à Auschwitz, il fait -20 la nuit. Il les laissait tout nus pendant des jours pour voir combien de temps il tenait. Alors, il y en a un qui s'appelle Harry Bertheim. Alors, lui, on l'appelle Docteur Mort. Alors, lui, il adorait faire des injections de poison ou de pétrole et chronométrer le temps de l'agonie. Il a probablement battu le record du monde de rapidité de la mort après injection de pétrole directement dans le cœur. Alors, il voulait aussi savoir combien de temps on peut vivre sans foie, sans rein, sans cœur, et il disséquait les prisonniers vivants. Mais scientifiquement, pour savoir à quoi sert un organe, si vous l'enlevez et que vous regardez ce qui se passe, c'est pas complètement stupide, scientifiquement. Sauf que, sauf que ça se fait pas. Alors, à la Libération, il n'a pas été inquiété, il est devenu gynécologue, il a travaillé jusqu'en 1962, et ensuite il s'est installé au Caire, il s'est converti à l'islam, et il est mort en 1992. Et ils sont très nombreux, les gens dont je parle, à avoir, après la guerre, continué une carrière et être morts tranquillement. Pour certains, ils ont été arrêtés, certains se sont suicidés, et d'autres ont continué leur carrière parce que c'était le chaos de la Libération. Alors, il y a le fameux Joseph Mengele, évidemment, qu'on appelle l'ange de la mort, qui était passionné par les jumeaux, par l'hérédité. À l'époque, on ne connaissait pas encore l'ADN, donc il ne comprenait pas très bien comment ça se passait. Il cherchait le secret des jumeaux. Voilà. Alors, il comparait le temps que des jumeaux mettent à mourir après injection de chloroforme dans le cœur. Mengele, il avait un raisonnement. Il voulait trouver le secret de la gémellité des jumeaux pour que l'Allemagne puisse se peupler 2 fois plus vite que le reste du monde et pouvoir coloniser la Terre. Et donc, effectivement, pour essayer de comprendre, comme il n'arrivait pas à trouver le secret, il a décidé de tuer des jumeaux en même temps. C'est la première fois, et je crois la seule fois au monde, où on entraîne la mort de jumeaux à la minute près en même temps, et il les faisait disséquer immédiatement pour voir s'il y avait des différences. Alors, ce Joseph Mengele s'est réfugié après la guerre en Amérique du Sud, où il est mort en 1979. Noyé, il a fait une crise cardiaque, tranquillement, en train de se baigner dans une station balnéaire. Alors, Hertha Oberhäuser, elle, avec Karl Gebhardt, cherchait un moyen de soigner les blessures, parce que c'était avant Fleming, c'était avant la pénicilline. Il n'y avait pas d'antibiotiques, il y avait les sulfamides. Et donc, ils créaient des blessures sur les gens, ils cassaient les jambes à coups de marteau, ils infectaient des plaies avec des staphylocoques pour voir l'effet des sulfamides. Et ce qui est terrible, c'est qu'à peine les malheureux juifs avaient cicatrisé qu'on les renvoyait
pour de nouvelles expériences. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtait jamais. Le supplice ne s'arrêtait jamais. Ouais, et Herta Oberhäuser, là, dont vous parlez, qui était une infirmière, qui, elle, est allée au procès de Nuremberg. Elle a été condamnée, elle a été libérée ensuite, et puis elle s'est installée comme infirmière spécialisée en pédiatrie. Voilà. Elle est morte tranquillement, elle a fait la fin de sa vie tranquillement. Alors ces médecins, beaucoup réussissent à s'enfuir, certains sont jugés, et beaucoup sont exfiltrés aux États-Unis. C'est la fameuse opération Paperclip. C'est-à-dire qu'en fait, Wernher von Braun, qui était le chef des fusées allemandes, est allé bosser pour la NASA. En fait, la NASA, c'est beaucoup de nazis. Oui, parce que c'était aussi le début c'était la guerre froide et que les soviétiques et les américains se disputaient un petit peu les scientifiques capables de les faire avancer. De là à exfiltrer et à recevoir aux États-Unis ces salauds, c'était... Alors quand on dit qu'est-il sorti de ces expériences, vous répondez: le seul domaine dans lequel les nazis ont permis une avancée, c'est la mort. Himmler disait essayez toujours, on verra ce qu'il en sortira. Ouais. Voilà, il en est sorti l'horreur et très peu d'avancées scientifiques. Ça fait peur ce que les hommes peuvent faire au nom du progrès. Je vous préviens, si vous me programmez pour faire des horreurs, je résisterai. Tous les hommes disent ça. Ouais. Même les robots. On continue cette émission avec vous, Michel Simès, et une interview hypochondriaque. Ah, c'est vous, hein. Alors, Michel, un mal de tête, au pire, ça peut être quoi? Au pire. Au pire. Vous venez de passer 1 heure en tête-à-tête avec Émeric Caron. Ah oui. C'est pas grave. Ah, un genou qui fait mal. Au pire, ça peut être quoi? Un genou qui fait mal, un Paris-Tokyo en classe éco sur Air France. Quel bon docteur. Un œil qui coule, ce que j'avais la semaine dernière d'ailleurs. Au pire, ça peut être quoi? La dernière chanson de Francis Lalanne, chantée par Émeric Caron. La bouche pâteuse, au pire, ça peut être quoi? Faites A. Ah. Oh purée, cancer. Oh putain. Oh non. Une érection persistante, au pire, ça peut être quoi? C'est un rêve. Et on passe maintenant à notre TTO de la semaine. Hélène Ségara, bonsoir. Alors, vous êtes notre invitée TTO de la semaine. En effet, Hélène, il y a 1 an et demi, alors que vous enregistriez votre album de duo virtuel avec Joe Dassin, c'est le drame. Tu es bête. Ça, j'adore, hein. Vous êtes frappé brutalement par une maladie oculaire rare, une maladie orpheline qui manque de vous rendre aveugle et vous oblige à renoncer à votre Olympia et à votre tournée. Vous avez déclaré « Je me suis réveillé en ne voyant plus de l'œil droit ». Oui, mais on ne peut pas dire, on n'a toujours pas diagnostiqué ce que c'est, ça fait presque 2 ans Est-ce maintenant. qu'on peut dire que c'est le syndrome de Ségara ou la ségarose? C'est Goldman qui m'a dit une ségarite aiguë. Alors, Michel Simès est avec nous. Je ne vais pas le laisser vous examiner parce qu'il va vous palper les seins, je le connais. Il faut se méfier de Simès parce qu'il est capable de chercher un cancer de la prostate. Hein. Faites très Et attention. il dit ça comme ça, hein, Comme ça, cancer de la hein, prostate. attention. Ouais. Alors, ceci dit, il y a beaucoup d'organes qui ont été examinés Oui, pour oui. un œil. Hein. À partir de là, Hélène, monter sur scène devient difficile. Vous distinguez le public, mais les flashs et les Ouais. poursuites, Ça m'éblouit totalement. les toubibs vous mettent à la cortisone. Alors le problème de la cortisone, bah, évidemment, tout le monde le sait, c'est que ça fait grossir. La vôtre, c'était de la cortisone au chocolat, non? Non. Non, parce que... Non. Quand tu prends pendant plus d'1 an, enfin moi 15 mois total De cortisone. aux doses que j'ai pris, c'est difficile. Le chocolat, j'ai oublié. On a une photo de vous à l'époque.
Oh, t'es méchant. Non, c'est vrai que ça vous Non, a mais pas... c'est méchant, c'est méchant Là, ça pour s'est elle. arrangé maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même assez Non, mais j'ai assez été violent. vraiment très bouffie. Je me suis cachée Ouais. beaucoup. Hein. Puis, il faut dire quand même un truc. C'est que, avec votre problème à l'œil, vous n'êtes pas vu grossir, quoi. Alors, non, mais moi, j'ai toujours pris le parti d'en rire parce Ouais, que bah oui. d'abord, c'est pas un diagnostic vital qui a été engagé. Par contre, j'avais choisi de cacher. Oui, alors c'est ça. En septembre 2013, lors de la promotion de votre album de duo virtuel avec Jodassin, tout le monde remarque votre visage ouais. un petit peu boursouflé, un petit peu comme gorgé Très, d'eau. très, ouais. Et dans la rue, tout le monde vous demande si c'est vous l'animatrice de Money Drop. Alors, Que j'adore. évidemment. Non, mais C'est arrêtons. Alors c'est justement. gênant, c'est Non, gênant. non, mais arrêtons déjà le racisme anti-gros parce que Oui. moi, je vois des gens qui vivent l'obésité autour de moi et qui, faut pas croire qu'ils le vivent facilement et qui sont intégrés dans une société de bisounours. Hein. C'est pas ça le monde aujourd'hui, mais c'est vrai que on me dit des choses terribles. On me demande si je me suis fait botoxer, si. On parle de chirurgie esthétique ratée. Ratée. Vous partez à Los Angeles, et alors, à un moment, après 15 mois de traitement, docteur, je parle sous votre contrôle, évidemment. Ne parlez plus, j'ai honte de ce que vous lui dites. Je pense que vous ne pourriez jamais être médecin, vous. Hein. Non, L'empathie, vous ne connaissez pas. Hein. non. Alors là, après 15 mois de cortisone, vous arrêtez, hein. Je jette tout. Ouais. J'ai pas que de la cortisone, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais je Ouais. jette tout parce que les effets secondaires deviennent plus graves que l'œil en Ouais. lui-même. Et je vais quand même insister sur un point, Thierry, c'est que j'ai dû me justifier justement pour ce changement physique, mais après, j'en ai plus jamais parlé. Il faut arrêter de focaliser sur des infos dont tout le monde se fout un peu, y compris moi. Moi, je m'occupe de moi et que les gens, il faut qu'ils s'occupent de changer, de travailler Ouais. sur eux-mêmes, et voilà. Mais alors, vous faites poser un implant dans l'œil. Je m'en fais poser tous les 4 mois. Ouais, mais un implant de quoi qui remplace quoi? C'est un implant médicamenteux qui empêche médicament. cette grosseur d'éclater l'intérieur de mon œil, tout simplement. Ah ouais. Voilà. Mais c'est un peu dommage que vous ayez arrêté la cortisone parce que, chargé comme vous étiez, vous auriez gagné le Tour de France. Mais j'étais dopée, hein. Tu sais que Ouais, je sais. prenais Ah de oui. telles doses, je dormais 3 heures par jour, par nuit, et à 4 heures du mat, j'arrivais pas à dormir, je commençais à sticker ma cuisine, et il y avait des jeunes qui venaient de faire une teuf qui était en face de chez moi, ils disaient « Mais regarde là, il est taré, là, Ségara !» Et vous voyez, j'étais là, je nettoyais ma cuisine, j'étais speed. C'est vrai que ça c'était speed la horrible. cortisone, docteur, non? 15 mois de cortisone, effectivement, les effets secondaires sont terribles sur les os, sur l'appétit aussi, ça stimule l'appétit, et puis ça excite beaucoup et ça empêche de dormir. Alors là, vous êtes effondré de ne plus pouvoir faire de scène. Et là, votre mari, Mathieu, vous propose de faire des chansons. Vous appelez Goldman, vous appelez Zazie, vous appelez Plamondon, et vous faites un album intitulé « Tout commence aujourd'hui ». Vous effacez l'ardoise et vous prenez un nouveau départ, Hélène. C'est ça, parce que d'abord, on revient à l'essentiel. On n'a Ouais. plus envie de s'emmerder avec des choses qui nous pompent. On n'a plus envie de perdre son énergie bêtement. Ouais. Et c'est Goldman qui a cette idée, parce que quand on discute, il me dit « Comment tu te sens ?» Je lui dis « Tu sais, moi, je prends chaque beau moment. C'est comme si ça recommençait pour moi. » D'ailleurs, le premier single est signé Jean-Jacques Goldman. Ça s'appelle « Tout commence aujourd'hui ». C'est une belle chanson. Merci. Tout commence aujourd'hui, le reste de ma vie. Je l'écris, je le crie. Tout commence aujourd'hui. Hélène Ségara, tout commence aujourd'hui, extrait de son dernier album. Il y a une autre chanson que j'aime bien, c'est Genre humain. Ben, c'est celle qui arrive. Ah ouais. C'est une chanson signée Zazie et je trouve qu'elle est, Très belle elle est, chanson. elle est vraiment d'actualité. Et on passe maintenant à notre T'es qui toi de la semaine. Farid, rebonsoir. Alors votre nom,
Fari Ouais. ne vient pas du tout de Farid, comme je l'ai dit bêtement Pas du tout. au début de l'émission, mais de Rastafari, Exactement. cette religion polygame où l'on fume du shit en écoutant Bob Marley. Ça donne envie de se convertir. Hein. Moi, personnellement... Moi, je suis que polygame. Ah ouais, Ouais. je suis plutôt rastafarian, moi, oui. Alors, vous êtes humoriste, mais contrairement à tous les humoristes de France, vous ne portez pas de chemise noire. Regardez. Et voilà, là, ils ont tous des chemises noires. Ah, voilà. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Ah, Thierry, j'ai compris. En fait, tu t'habilles en noir pour être drôle. Ça suffit Voilà. pas toujours, tu sais. Quelle ordure. Quelle ordure, c'est pas possible. Alors, vous n'avez pas de chemise noire. Comment voulez-vous que les gens voient que vous êtes humoriste? Alors, vous portez un sarouel, Ouais. façon MC Hammer un peu, hein? Regardez, c'est extraordinaire, non? C'est un sarouel. Alors, il y a une question que je me pose, c'est votre cul, là-dedans, à quelle hauteur il est? Non, mais exactement, il est à quel niveau, votre cul? Il est au niveau de mon dos, à peu près. Ah, d'accord. Au niveau du dos. Alors, vous appelez Fari Brito. Oui. Vous êtes né le 7 juillet 1991 à Paris, parents originaires du Cap-Vert. Vous avez grandi à Saint-Maur, dans le Val-de-Marne. Première scène à 11 ans. Ouais. Mais c'est votre prof d'histoire, Jessie Troja, qui la première voit une star en vous. Elle vous dit, je vais t'écrire un one-man show. Ouais. C'est incroyable, Ouais. ça. Elle a été tout, un manager, un metteur en scène, elle a fait plein de choses. Incroyable. Donc, Un an ouais. plus tard, elle arrive avec un cahier. Ouais. Elle a écrit le début d'un Le début. spectacle. Hein. Moi, j'écrivais déjà un petit peu. Ouais. Donc, on a commencé à écrire ensemble et Ouais. ça allait très très vite. Une prof d'histoire, c'est quand même extraordinaire, ça. Hein. Alors, ce spectacle, ça sera Je blague avec vous. Ouais. L'histoire d'un homme qui se rend compte petit à petit, à travers le regard des autres, qu'il est noir. Ouais. Ça lui fait un choc. Au fur et à mesure, il finit par accepter, il finit par comprendre qu'il n'est pas seul et il finit par se rendre compte qu'il est français, surtout. Ouais, c'est bien. Alors, ensuite, vous faites On ne demande qu'à en rire. Ouais. Là, il y a eu un clash, bon, pas revenir Une là-dessus. rencontre extraordinaire avec Jean Benguigui. Oh là là, vous L'histoire êtes d'amour. empaillé avec Ben Guigui Ouais. comme jamais. Hein. Il était jaloux de ma coupe de cheveux, je crois. Alors ensuite, Kader Aoun vous intègre au Jamel Comedy Club. Ouais. Alors pour entrer au Jamel Comedy Club, vous avez menti. Vous êtes de Saint-Maur, vous avez fait croire à tout le monde que vous étiez trappe. Hein. Alors le problème, effectivement, du Jamel Comedy Club, c'est comme ceux qui ont marché sur la Lune. Si t'es pas le premier, personne ne se souvient de toi, en fait, non? Je crois pas, je crois pas. Ouais. Je crois qu'il faut juste arriver avec quelque chose de différent, c'est tout. Et en janvier 2014, donc il y a un an, Ouais. vous intégrez l'équipe de Jean-Marc Dumontet. Mon producteur. Il y a Canteloup, il y a Alex Lutz, il y a Bérangère Krief. Et vous serez donc le 14 février au Théâtre Antoine. Hein. Pour la Saint-Valentin. Voilà. Ah bah oui. Alors, c'est vrai que vous êtes un beau gosse, vous êtes super sapé, vous êtes un peu l'humoriste dandy, non? Et j'essaie de le faire croire. J'essaie de Ouais. faire croire que je suis beau gosse. Et on regarde à quoi ça ressemble. Moi, je suis pour une attitude de beau gosse à tout âge et en toutes circonstances. La question est, qu'est-ce qui n'est pas une attitude de beau gosse? Alors, exemple, quand j'étais au collège, j'ai un camarade de classe qui s'appelait Moussa. Alors oui, Moussa, on peut pas toujours échapper au cliché. Hein. Il était noir, c'était le cancre de la classe. Et en plus, il sentait pas bon. Eh bien, un jour, vous êtes très décevant. Un jour où Moussa était exceptionnellement venu en cours, la prof d'espagnol avait dit, je me rappellerai toute ma vie, elle avait dit « Je veux entendre le silence !» Je veux entendre le silence. Ce à quoi Moussa avait répondu naturellement. Bah ferme ta gueule. Voilà, Fari, le 14 février, au Théâtre Antoine. Et d'ici là, au point virgule. Et maintenant, donc, on va faire un portrait chinois, mais un portrait chinois bien français. Alors, Fari, si vous étiez une expression bien française, Désolé, ça va pas être possible. Là, je Ouais. sais que je suis en France. si vous étiez un plat bien français, Le couscous. si vous étiez un défaut bien français, Je serais Éric Zemmour, je crois. si vous étiez un mot bien français, Un mot bien français, je crois que je serais sauciflard. une chanson bien française,
Saga Africa, ambiance de la brousse. Un objet bien français. La médaille de bronze. Ah, c'est bon ça, bravo. Un symbole bien français. Brigitte Bardot, mais il y a très très longtemps. Oui, ça. Un comique bien français. Michel Simès, j'adore ses blagues de cul. De la part d'un humoriste, c'est un honneur. Merci. Bravo. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est la journaliste Anna Erel qui publie Dans la peau d'une djihadiste que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Mais avant, par mesure de sécurité, je vais demander au public de quitter le plateau. Ce soir, nous poserons la question « Comment Daesh séduit ?» Les gars de Daesh ont beau être des barbares qui veulent revenir au Moyen-Âge, ils sont plutôt doués pour la communication 2.0. Dans 9 cas sur 10, quand un jeune Français est recruté pour le djihad, ça se passe directement dans sa chambre, par ordinateur. Faut dire que Daesh sait parler aux jeunes. Alors qu'aux infos, les djihadistes ont souvent des sales gueules de barbus arriérés, dans les vidéos de Daesh, c'est autre chose. Les djihadistes ont des sourires de pub pour dentifrice et pourraient poser en couverture de têtu. Comme quoi Daesh maîtrise les codes de la culture mainstream occidentale. On les présente comme des barbares, mais cette envie de tirer sur son prochain à la Kalachnikov, c'est une pulsion assez répandue. La preuve, en ce moment, le jeu vidéo le plus vendu en France, c'est Call of Duty. Un jeu qui permet à n'importe quel minable vautré sur son canapé de se défouler en mitraillant tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. C'est pour de faux, bien sûr, mais ça donne un vrai sentiment de toute puissance. C'est justement là-dessus que mise le film de propagande Flames of War. Donner l'impression que le djihad est une aventure qui permet de devenir le héros d'un film d'action. Mieux, une opération de télé-réalité qui peut faire de vous une star de l'actualité dont les médias parleront en boucle pendant des heures. Les deux fugitifs, les deux frères Kouachi. Les deux frères Kouachi. Mais en plus de devenir une star et un héros, Daesh vous offre un bonus. La vie éternelle. Mourir en martyr, c'est la garantie d'entrer au paradis. Alors d'un point de vue occidental, ça paraît une folie de risquer sa vie. Déjà, rien qu'en respirant de l'air pollué, on a peur de mourir. En effet, chez nous, la valeur suprême, c'est l'argent. Devenez scandaleusement riche avec Euromillions. Et quand t'es mort, tu ne peux plus en profiter. Notre problème, c'est qu'à part vivre en bonne santé le plus longtemps possible, on n'a pas vraiment d'idéal. Mourir pour la patrie, c'est un truc qui remonte à 14-18. De nos jours, en plein French bashing, le nouvel idéal, ce serait plutôt de se barrer à l'étranger pour faire du fric. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Anna RL, bonsoir. Vous êtes journaliste et vous venez de publier chez Robert Laffont Dans la peau d'une djihadiste. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, votre histoire. Alors que vous travaillez comme pigiste dans la presse, vous créez un faux compte Facebook sous le nom de Mélanie Nin pour chercher des informations sur les djihadistes. Et là, vous tombez sur la vidéo d'un certain Abou Bilal, combattant de l'État islamique en Syrie. Vous partagez sa vidéo avec un faux profil et c'est alors qu'il vous envoie un message disant « Que penses-tu des Moudjahidines? Penses-tu venir en Syrie ?» Et là, vous répondez que vous êtes converti. Alors évidemment, il est séduit, il vous propose de parler par Skype et de préparer votre hijra, c'est-à-dire votre émigration. La hijra, oui, c'est l'abandon de sa terre pour celle des musulmans s'ils sont en danger. Alors, le premier point de ces vidéos de propagande, c'est qu'elles sont très bien produites. Hein. Très. Il y a la vidéo, par exemple, d'un certain Guiton. Alors, Guiton, c'est un peu l'attaché de presse de l'État islamique, c'est comme ça que vous l'appelez dans votre bouquin. C'est un Marseillais qui a 23 ans, qui est beau, qui connaît la religion par cœur, qui prêche en 3 langues.
et qui fait des mises en scène très valorisantes de ses activités. Comme dans l'édito, ce qu'on entendait, il a un sourire émail diamant, il a un très beau visage, et surtout il enchaîne les vidéos où de temps en temps c'est pour dire à quel point louer la Syrie, à quel point c'est un pays magnifique et merveilleux et calme, où il faut venir habiter, et d'autres moments il monte des vidéos d'entraînement qui peuvent faire rêver effectivement un adolescent ou un jeune adulte qui serait féru de jeux vidéo. Voilà, ils ont des cibles, ils savent très bien comment atteindre. Alors justement, la première technique de recrutement, c'est la promesse de prestige. Hein. C'est-à-dire, tu vas devenir un héros, on va le faire savoir sur Twitter, sur Facebook. Ça, c'est la première chose qui peut intéresser les jeunes recrues. Alors, il n'y a pas qu'un type de djihadiste, mais c'est effectivement, en tout cas, c'est parti de là. Et la force de Daesh, en plus de ceux qui veulent aller faire le caïd, ceux qui n'ont pas ça dans leur âme, c'est de leur dire, mais regardez, je m'intéresse à vous, et c'est peut-être la première fois de votre vie que quelqu'un s'intéresse à vous et vous propose de vous accompagner dans un voyage qui va être un voyage, le voyage de votre vie, qui va être magnifique. Et une fois que vous serez sur cette terre, tous vos problèmes seront réglés. C'est qu'on leur offre à la fois du dépaysement et un idéal. Exactement. C'est une carte postale, en fait. Alors, autre technique de recrutement, c'est la culpabilisation et la menace de damnation. C'est-à-dire que, en fait, ils vous conseillent, c'est tabou, de tourner le dos à la société de consommation. Il dit, toi, tu as une âme pure, et si tu restes au milieu de ces couffards, donc ça, j'imagine que c'est nous. C'est les infidèles, ouais, c'est voilà. nous. Si tu restes au milieu de ces couffards, tu brûleras en enfer. Il est prêt à tout pour la faire venir. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Mélanie, elle n'a que 20 ans. Et d'un coup, une personne qui a presque le double de son âge lui fait des promesses d'horreur si elle reste en France, à Toulouse en l'occurrence. Et en revanche, il lui promet une carte postale paradisiaque si elle arrive. Ouais, vous êtes vraiment mis dans la peau d'une fille qui pourrait être séduite par ça. C'est là où c'est extraordinaire. Alors, vous informez votre rédacteur en chef, évidemment, de ce qui se passe. Et là, vêtu d'un voile intégral, vous commencez à parler sur Skype avec Abou. Il vous vante les mérites de la Syrie et de Daesh. Alors, il se vante un peu. Hein. Il dit, il y a plein de femmes qui fantasment sur nous, les guerriers d'Allah. Bien sûr, parce que là-bas, ils se sentent... Il y en a qui ont fait venir leur famille, en l'occurrence leurs femmes, mais il y en a énormément qui sont seuls, qui sont partis là-bas, et une fois que l'effervescence redescend, qu'ils se rendent compte qu'ils sont déçus et que c'est un enfer sur Terre, enfin un no man's land, les Syriennes les détestent en fait, et ça ils peuvent pas le dire, donc ce qui nous fait, ils inversent le problème. Donc en fait c'est nous qui devrions être fiers de venir, et ils nous mettent dans la tête que c'est nous qui voulons venir, alors que c'est eux qui nous appellent, qui nous appellent. Alors il dit, tu peux avoir confiance en moi, tu seras bien traité. Si tu acceptes de m'épouser, je te traiterai comme une reine. Il y a un paradoxe énorme entre la vie de Nabab qui vendent et en même temps cette culpabilité, comme vous disiez, qu'ils essaient de mettre dans la tête des gens, à savoir que c'est un pays qui est décimé, que c'est justement c'est pas que des guerriers, c'est des sauveurs, c'est des anges en fait. Ils se présentent comme des anges. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ça alterne entre des images extrêmement sauvages et des promesses très sentimentales et amoureuses. Il dit, tu démarreras ici une nouvelle vie pleine de bonheur. Et puis il vante les paysages de la Syrie, la compagnie. Il vous dit, tu vas te faire beaucoup de copines, vous ferez des trucs de gonzesse ensemble. En ce moment, il dit, la mode chez toutes ces filles, c'est d'avoir une ceinture d'explosifs autour de la taille. C'est fou. Non, mais c'est... Et puis il le dit vraiment dans un sourire de miel. Il trouve ça génial que les femmes fassent ça. C'est ça qui est pire que tout. Alors, ce fameux Guiton, que vous appelez l'attaché de presse de l'État islamique, vous apprend que Abou, celui avec lequel vous conversez, est un émir, c'est-à-dire qu'il a combattu en Libye, il a combattu en Tchétchénie. Et surtout, il insiste pour dire que c'est le Français le plus proche de Abou Bakr al-Baghdadi, qui est donc le leader de Daesh. Alors, ce Abou, en fait, donc c'est un djihadiste, mais en même temps une fashion victime. Il y a toujours cette dualité, c'est-à-dire qu'il met du gel dans ses cheveux, il a des Ray-Ban avec des verres miroirs. Enfin, c'est ça qui est très incroyable dans cette affaire. Moi, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Comment on en vient à devenir métrosexuel quand on est djihadiste? En fait, c'est très bête à dire, mais c'est quand même fou.
Et du coup, Bilal, effectivement, il était, lui, qui se dit anticapitaliste, par exemple, est fou de parfums, mais seulement de grandes marques. Il aime les produits français, ça lui manque. Il veut de l'argent, il veut des ordinateurs high-tech. Enfin, Alors, il vous dit, si tu viens là, alors le quotidien, c'est très sympa. Le matin, tu as étude des langues. L'après-midi, tu as tir. Mais le reste du temps, tu fais ce que tu veux. La vie est belle ici, la vie ne coûte rien. C'est le paradis, la Syrie, d'après Bilal. Il vous drague assez lourdement quand même. Hein. Il vous dit effectivement, tout va bien. Sous la burqa, tu peux porter des barésies, tu peux porter des porte-jartelles. Il dit, tu aimes les jolis dessous, mon bébé? Il n'y a pas de problème. C'est infernal. Ouais. C'est infernal. Et puis c'est dur quand vous êtes vous êtes rentré dans le rôle d'un personnage en face, que vous êtes obligé d'acquiescer un peu. Donc, vous minaudez un petit peu et... Ouais, bah oui. et voilà. Donc on peut dire que le diable s'habille en Prada, pour le coup. Exactement, on peut dire ça. Alors, un jour, il vous annonce que vous êtes officiellement marié, que vous devez choisir votre dot. Et là, cette phrase extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu crois, mon bébé? Ici, moi, je suis Tony Montana. Sauf que je fais pas dans la drogue, je fais dans la foi. C'est incroyable. Non, mais C'est là votre témoignage est extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment, on a du mal à comprendre. Mais enfin, vous permettez de cerner la psychologie complètement cinglée de ces mecs-là, quoi. Pour moi, je les soupçonne d'avoir, dans le cas de Bilal, d'avoir voulu peut-être prendre l'autoroute de la fortune et de s'être retrouvé sur celui de la religion par défaut, en fait. Ouais. Et du coup, d'avoir enfin, moi, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est un sentiment de revanche et une aigreur sur la vie et très sur important l'Occident. ce que vous dites là, oui. Voilà, qui est au-delà de ça. Donc, en fait, parce qu'on parle beaucoup des quartiers, en fait, c'est ça, quoi. C'est ici, avec un bac plus 5, comme je m'appelle Mohamed, je ne trouve pas de boulot, c'est clair. Donc, je vais là-bas, et là-bas, je vais être le roi, quoi. Là-bas, je vais Je vais avoir éclater. une Kalachnikov, Voilà. je vais faire le... Exactement. Ouais. Alors là, bon, vous devez partir. Abou Bilal vous donne des conseils pour le voyage, et il vous demande de lui apporter du parfum. Très cher. Il veut des belles marques. Et il vous demande de venir à Urfa, qui est une ville turque qui est contrôlée par Daesh. Et là, vous renoncez à partir, effectivement, parce qu'à un moment, bon... Et vous recevez des menaces. D'abord, le journal pour lequel vous travaillez vous demande de changer de numéro et d'adresse. Et vous apprenez, Anna, qu'une fatwa a été lancée contre vous. Et la fatwa, c'est « tuez-la, à condition que sa mort soit lente et douloureuse. Elle est plus impure qu'un chien. Violez-la, lapidez-la, achevez-la. » C'est la menace que vous avez sur vous aujourd'hui. C'est une des menaces que j'ai. C'est celle qui m'a fait peur, en tout cas, qui nous a fait tous assez peur. Parce qu'il y a des vidéos qui vont avec la fatwa, parce qu'il y a des informations sur ma vraie vie. Voilà, mais Mélanie, quelque part, a voulu peut-être aider quelques destins. Et c'est aujourd'hui, c'est Anna qui en paye les pots cassés, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc vous êtes sous protection policière. C'est pour ça que vous êtes évidemment masqué. C'est pour ça que le public n'est pas resté. Si c'était à refaire, vous le referiez? Bien sûr, aujourd'hui, la vie n'est pas toujours très simple, mais un détail près que je garde pour moi de sécurité, mais oui, je le referai. Ouais. Le livre s'appelle « Dans la peau d'une djihadiste ». Merci, Anna, d'avoir été avec nous et bravo pour votre courage. Merci. Farid, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notarienne du samedi 20h. Ce soir, Siam Payon et Fabienne Gorge. Bonsoir. Alors, Siam Payon et Fabienne Gorge, aucun doute possible, vous êtes jumelles. Et pourtant, il y a encore quelques mois, vous ignoriez totalement l'existence l'une de l'autre. Née au Vietnam en 1992, vous avez été séparés puis adoptés par deux familles complètement différentes. Et 22 ans plus tard, grâce à Facebook, vos destins ont fini par se recroiser. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Cette semaine, c'est difficile de contourner l'actualité brûlante. Hein. Donc, j'ai quand même fait les soldes. J'ai revendu sur eBay mon exemplaire de Charlie Hebdo. Ouais. Et je me suis payé 2 Rolex. C'était génial.
Alors sinon, Thierry, alors ça, enfin Charlie, ça boum. Ah oui, parce que maintenant tout le monde il est beau, tout le monde il est Charlie, tout le monde Mais se pose la question, à partir de quand pourrons-nous à nouveau rire de l'actualité? On a eu la réponse lors de la manifestation de dimanche. Un pigeon a décidé pour nous. Hein, oui. Hollande, c'est ce génie comique à la François Pignon. Oui, c'est avec lui, même les pigeons se convertissent à l'islam radical. Alors, mais faut comprendre, je veux dire que comme il faisait beau, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, le ciel lui lâche un truc sur la tronche. C'est pas. Hein, en tout cas, on voit qu'Al-Qaïda n'a plus le budget pour mener des opérations d'envergure. C'est le 11 septembre, ça a vidé tous les comptes. Ils ont remplacé les Boeing par des pigeons shootés au laxatif. Bien sûr, certains se sont plaints, ils ont regretté l'absence de Barack Obama. Enfin, si Obama n'est pas venu, c'est assez simple, hein, il ne voulait pas se faire humilier. Depuis le 11 septembre, ils n'arrivent pas à éradiquer le terrorisme. Et là, en France, on fait une marche, bam, c'est résolu. Bam. La France a réglé ça de manière pacifique, et ben, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Je veux dire, dans les banlieues au Yémen, quand ils ont vu ça, les terroristes du monde, ils ont tellement pleuré à chaudes larmes, ils ont rouillé tout leur arsenal. C'est ça l'efficacité française. Alors, maintenant, Hollande a dit, attention les gars, il faudrait quand même penser à rester vigilant au cas où le grand méchant loup, il come back, on ne sait pas. Donc logiquement, il a revu à la hausse le budget de l'armée et de la police. Et tout ce qui s'est passé avec Charlie, il s'est dit, bon, maintenant, tout soldat devra obligatoirement être équipé d'un bic multicouleur à la ceinture. Chaque policier devra être en capacité de dégainer le Stabilo-Boss rose quand l'État lui aura fourni. Attention, on parle de Stabilo-Boss, mais un décret sur la table pour autoriser des armes non conventionnelles, comme le Tipex et le stylo effaceur. On a même hésité à mettre le compas, mais on s'est dit que c'est trop dangereux. En face, ils tremblent. En face, ils ont peur. Non, mais en tout cas, pour un Suisse, la France, c'est une destination formidable. C'est moi qui ai quitté la Suisse pour mettre un peu de piment dans ma vie, je suis pas déçu. Ah oui. Ah bah non. Avant la Suisse, pour s'encanailler, t'étais obligé de faire un trek en Bolivie, une rando dans les zones tribales au Pakistan. Là, à 4 heures seulement de Genève, t'as le choix entre te faire massacrer par le fisc ou le terrorisme islamiste. Non, mais il faut le savoir. La France en Suisse, c'est devenu une destination de safari. C'est devenu le Kenya low cost. Ouais, tu peux y aller en TGV. Alors, tu fais le plein de sensations fortes. Hein. Et il y a plein d'activités. Visite de banlieue chaude dans une papa mobile, promenade en kippan en Barbès, stage du caricaturiste dans une école coranique. Enfin, il y a plein de choses à faire en France. Plein de choses. Malgré tout, c'est la guerre en ce moment chez vous. Hollande l'a dit, il a dit c'est la guerre. Moi, je me frotte les mains. Oh, putain. Ça veut dire qu'a priori, d'une semaine, vous êtes tous au front. D'ici une semaine, vous êtes mobilisés. Hein. Je vais pouvoir m'occuper de vos femmes restées à la maison. Ah oui, non, là, je me sens comme Raymond Radiguet avant d'écrire Le Diable au corps. Là, ouais. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir cette mobilisation. A priori, c'est Hollande qui va jouer au général 5 étoiles. Enfin, donc, la guerre est gagnée, il n'y a pas de doute. Il a décrété la mobilisation générale sur le porte-avions le Charles de Gaulle pour annoncer que ça a commencé. Et le premier ordre qu'il a donné, c'est de faire route vers le bassin de la Villette. C'est de prendre position. C'est un endroit stratégique. Parce que le boulevard Jean Jaurès, enfin, c'est... Le mec, il est pas con. Hein. Non, mais là, c'est les débuts. Au début, une guerre, c'est chouette. C'est comme en 14, c'est la mobilisation joyeuse. C'est la manif de dimanche, c'est le truc cool juste avant le départ au front. Ça, c'est la fleur au Charlie, tu vois. C'est un peu... Moi, je les vois déjà, les futurs enrôlés. Hein. Les futurs, là, tous les hipsters qui travaillent ici, je les vois déjà en train de saluer la foule, rester sur les quais, dans le RERB. À Bobigny, tu vois, ça va être beau. Moi, je vais rester derrière les lignes, je vais écouter les condoléances de leurs dames, je vais consoler. Je vais consoler, je vais dire, mais oui, bien sûr, il est mort en héros, il a rejoint le paradis du sans gluten et de l'OGM free, bien sûr. Comment veux-tu qu'il soit inhumé? Oui, bien sûr, oui, d'accord, je vais mixer avec un peu de gingembre, de carottes et du jus de grenade, servi dans un shaker. Je vais t'aider, je peux être là, je vais te soutenir, évidemment, pas de problème. Évidemment. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est quand même la force de frappe des réservistes, quoi. On sonne le tocsin et les gens, ils se précipitent dans les kiosques à journaux. Ouais. Enfin, les apprentis terroristes, ils voient ça, ils doivent être super déprimés. Ils disent non, ils sont là dans leur planque, ils se disent, je crois que face à des abrutis pareils, moi, la prochaine attaque, je la fais à la Sarbacane, quoi, je veux dire. Hein? Parce que... Mais ça bouge, hein, ça mobilise, ça a changé des choses en France. Moi, je le sens. Hein. À l'Assemblée nationale, c'est plus des députés, c'est les choristes. Ouais. C'est les mecs qui... ils sont... Là, on sait pas, ils se sont mis à chanter la Marseillaise, comme ça. C'était vraiment un beau moment de... Ouais.
C'est vraiment un beau moment de cohésion nationale parce que tu voyais les députés UMP, PS, Verts, PC qui chantaient et les députés FN qui soufflaient les paroles. C'était... Tu vois, c'était beau, quoi. Au fond, il n'y a que les terroristes qui sont restés fidèles à eux-mêmes, quoi. Une fois de plus, on est tombé sur des cadors. Hein. Ah bah, la crème de la crème, quoi. Ah, c'est sûr. Alors, eux, ils n'ont rien à voir avec l'islam, ni même l'islamisme radical. Koulibaly, quand tu vois son parcours chaotique dans Paris, Montrouge, La Défense, je retourne à Vincennes, tu sens bien qu'il n'a pas été influencé par le Coran, mais par le métronome de Laurent Deutsch, quoi. Tu vois. Bravo. Mais parlons de choses plus joyeuses. Ouais. J'ai envie de dire drame conjugal en Arabie Saoudite. Un cheikh salafiste saoudien a trouvé la mort en tentant d'abuser sexuellement d'un âne. Je vous jure que c'est vrai, que c'est pas une blague. La police saoudienne a trouvé le corps le lendemain des faits et a constaté que le cheikh aurait reçu un sévère coup de sabot de l'âne en plein visage, 3 coups dans la poitrine, alors qu'il a tenté de sodomiser l'animal. Alors attention, selon les premiers éléments de l'enquête, ce qui pose problème, c'est pas tant que ce soit un âne, mais c'est qu'il était de sexe masculin. Et non circoncis. Ah bon. Donc probablement un âne mécréant. Alors, équilibrons le truc. À la décharge de l'agresseur, au moment de l'agression, l'animal était nu. Donc il avait un peu allumé quand même, tu vois. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Et alors, la bonne nouvelle, hein. Charlie Hebdo, alors les mecs, cette semaine, ils vont vendre 5 millions d'exemplaires. 5 millions. Ouais. Comme quoi, hein, on bosse toujours mieux quand on a le couteau sous la gorge. Alors, est pas belle la vie? C'était Gaspard Proust. La semaine prochaine, et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à Notarienne du samedi 20h. Siam Payan et Fabienne Gorge, rebonsoir. Jumelles séparées à la naissance, vous avez été adoptées par 2 familles différentes et 22 ans plus tard, grâce à Facebook, vos destins se sont recroisés. Alors, vous êtes né le 4 mars 1992 à l'hôpital d'Hanoï, au Vietnam, abandonné par votre mère biologique qui n'a pas les moyens de vous élever. Donc, quelques jours plus tard, vous serez adopté par des parents français. Alors, Siam, vous serez adopté par Philippe et Blandine Payan, un couple de chefs d'entreprise de Lyon. Et vous, Fabienne, par Thérèse et Jean-Denis Gorge, agriculteurs à Mendit, un petit village à 75 km de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Alors, aux 2 familles, l'hôpital fournit une lettre d'abandon, un document sur lequel il est certifié que la maman n'a donné naissance qu'à un seul enfant, car à l'époque, le Vietnam autorise l'adoption que d'un seul enfant par famille, quitte à produire de faux documents pour les jumeaux. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Alors, vous grandissez dans 2 milieux entièrement différents. Siam, à Lyon, dans la bourgeoisie. Alors, l'hiver, vous allez faire du ski dans les Alpes. L'été, vous partez en vacances sur les 5 continents. Enfin, c'est une vie assez agréable. Oui, ça va. Alors vous, Fabienne, c'est différent. Oui. À Mendit, à la ferme, il y a des vaches, il y a des brebis. Les vacances, chez vous, on ne connaît pas. Hein. La seule fois que vos parents ont pris des vacances, c'est pour aller vous adopter au Vietnam. Ça, oui. Alors, à l'adolescence, Siam, vous menez la vie dure à vos parents, sans savoir pourquoi vous vous sentez très seul. Vous dites, je détestais rester seul chez moi. C'est un peu comme s'il me manquait quelque chose. Alors, votre mère vous emmène voir tout un tas de psys. Vous en avez vu énormément. Au moins une dizaine. Et en fait, ils mettent ça sur le compte de l'adoption. Hein. Oui. Alors, évidemment, tout ça provoque des problèmes au lycée. Ce mal-être se traduit par des difficultés au lycée. Fabienne, alors, vous aussi, vous traversez un malaise inexplicable. Et à l'école, c'est à peine mieux que Siam. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Hein? C'était pas terrible, non. Alors, toutes les deux, vous avez un sentiment de manque. Hein. De
pas savoir ce que c'est. Enfin, maintenant, on le dit. Donc, Ouais. on s'est retrouvés, mais sinon, on savait pas. Enfin, Ah oui, vous avez l'accent des Pyrénées-Atlantiques. oui. Ah, c'est drôle. Un jour, c'est le 15 janvier 2014, vous recevez, Siam, un message sur votre page Facebook. Une amie vous écrit « Ma sœur Marie m'a envoyé le lien profil Facebook d'une connaissance qui est ton sosie. Regarde, c'est impressionnant. » Et là, vous allez sur la page Facebook de Fabienne. Et là, vous dites, au début, j'ai cru que c'était une blague, quoi. Au début, oui, je suis allée voir. Je pensais que ça allait être une Asiatique qui me ressemblait, parce que tout le monde dit Ouais. les Asiatiques se ressemblent. Et au fait, au final, je tombe sur Fabienne. Et là, c'est vrai que c'était assez troublant de me voir. Mais Ah, avec c'est les très cheveux troublant, courts. parce que les mêmes grains de beauté, le même sourire, ça vous fait peur un peu, non? Bah, au début, c'est vrai que c'est un peu troublant, mais Ouais. bon, on se pose plein de questions. Et... Alors là, vous décidez d'écrire à Fabienne, et là, Fabienne, vous répondez aux questions de Siam avec une certaine méfiance. oui. Hein? Alors, elle vous dit date de naissance, 4 mars 1992, comme moi. Oui, mais moi, j'ai été adopté à Hanoï, comme moi. Là, Donc c'était un peu bizarre quand là, même. vous commencez à trouver un certain Oui. nombre de coïncidences hallucinantes. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai décidé de l'appeler. Et puis là, on s'est posé plusieurs questions. Ouais. Le groupe sanguin. Alors, Siam, c'est vous qui lancez cette phrase absolument improbable. C'est pas pour te faire peur, hein, mais je crois qu'on est jumelles. C'est incroyable. Alors maintenant, évidemment, le plus difficile, c'est de l'annoncer aux parents. Alors, Siam, vous envoyez une photo de Fabienne à votre mère, et elle vous dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es fait couper les cheveux ou quoi? Et vous dites, mais non, maman, c'est pas moi. Maman, je crois que j'ai une sœur jumelle. Et vous réveillez, alors vous y allez pas de main morte, hein. Vous réveillez vos parents à 3h du matin, vous leur montrez la photo, vous dites, je crois que j'ai une sœur jumelle. Ouais. Alors, ils ont réagi comment, vos parents? Mon papa m'a sorti à 3h du matin, mais de toute façon, là-bas, ils se ressemblent tous. Alors, le lendemain, les deux familles se retrouvent sur Skype pour faire connaissance. Et puis, rendez-vous est pris pour le week-end suivant. Fabienne, donc, vous allez à Lyon. Et là, vos parents ont peur que vous abandonniez, en fait. Je pense, oui. Et puis, ce sont les retrouvailles. Alors là, vous tombez dans les bras l'une de l'autre. Et quand vous vous voyez, vous ressentez un immense soulagement. Un peu comme si tous vos problèmes de l'adolescence, C'était d'un effacé. seul coup, étaient effacés. Et alors, ce qui est magique, c'est qu'on a un film de ces retrouvailles. On regarde. Vite, allez. Je sais non, c'est trop dingue. On fait la même taille. Mais oui. Voilà. C'est pas possible. Oh, bah dis donc. On est pareil, non? On est pareil, oui. Ah oui, non, c'est ouf. Non, c'est trop dingue. C'est magnifique. Alors, le soir venu, Siam, vous avez prévu un couchage à côté de votre lit pour Fabienne, mais vous dormez ensemble dans le même lit. Enfin, vous dormez pas beaucoup parce que vous avez tellement de trucs à vous raconter. Vous avez 20 ans à attraper, hein. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que votre complicité, à ce moment-là, cette nuit-là, est instinctive, quoi. Vous avez, voilà, vous vous retrouvez, quoi, comme deux morceaux de la même orange, quoi. Voilà, c'est c'est ça. extraordinaire. Et là, vous décidez d'organiser la rencontre des deux familles. Alors, 2 mois plus tard, pour votre anniversaire à toutes les deux, les Gorges reçoivent les Payons. Alors évidemment, ça se passe dans les Pyrénées-Atlantiques, dans ce petit village de Mandit. Alors, tout le village est en fête, hein, effectivement. Et il y a même une messe spéciale en votre honneur. Oui. Oui. C'était mon papa qui avait organisé ça. Il avait fait venir des danseurs, une chorale. Ah, Il a fait un gros apéro. J'adore l'accent. Non, mais ne m'en voulez pas, mais une chorale. Ensuite, l'idée, quand même, c'est de partir au Vietnam. Oui. Hein.
c'est de retourner là-bas. Alors vous connaissiez, hein? Oui, j'y suis déjà allée 3 fois avant. Et vous, c'était votre premier voyage à l'étranger. Alors vous faites connaissance avec votre pays d'origine à travers l'association Xuan, créée par la mère de Siam. Donc là, vous voyez des enfants pauvres dans les rues qui vendent des petits bracelets. Et vous vous dites, voilà, peut-être ce qu'on serait devenu. Comme eux. Ouais. Ouais. Et donc, on a vraiment la chance d'être ici, d'avoir 2 familles formidables et on les remercie beaucoup. Ouais. Voilà. Ça fait du bien. Thierry, tu sais, moi j'ai des milliers de jumeaux à travers le monde. Oui. Je peux faire la P3 la semaine prochaine? Si tu veux, Jean-Mi. Voilà, c'était Salut les terriens, votre talk du samedi soir avec Jean-Mi, Hélène Ségara, merci Hélène, Michel Simès, Farid, Anna Erel, courageuse, Siam Payan et Fabienne Gorge. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les terriens. Coupé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.